un respect de l'enfant et des droits de l'enfant. Bon, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que vous fournissez-vous comme effort au niveau de la coopération internationale et aussi de l'éducation et de l'instruction pédagogique, est-ce que vous pouvez répondre sincèrement et franchement, monsieur? Merci. En termes de chiffres par rapport à la Tunisie, on est aujourd'hui un peu moins de 11 millions d'habitants. 11 millions, ce qui fait une densité de 67 habitants par kilomètre carré. Parce que ça répond à votre question sur la part de la population urbaine de 66% en Tunisie. 66%. On a un taux de pauvreté qui est apparu. Enfin, les chiffres sont plus de 24% selon le ministère des Affaires sociales, qui a été confirmé par le premier gouvernement et le second gouvernement, alors qu'il était des chiffres officiels inférieurs de l'ordre de 5% avant la Révolution. La vérité des chiffres, c'est qu'on a un taux de pauvreté qui est à 24,7%. Le chômage est aux alentours de 19%. À peu près. Je vous donne les chiffres, comme ça vous situe. Le taux d'analphabétisme qui est de l'ordre de 24 à 25%. Après, sur les droits de l'enfant, la comparaison que vous faites par rapport à l'Algérie, on a aujourd'hui un risque par rapport à ces droits-là. On souhaite que la protection de l'enfant soit inscrite dans la Constitution. Et on est en plein débat. La Tunisie a pris un chemin qui n'est pas le chemin le plus facile de dire qu'on va écrire une nouvelle Constitution. Notre peuple ne comprend pas ce chemin. Personnellement, je vous donne mon avis. Je ne pense pas que c'était le meilleur chemin. Enfin bon, on y est. On regarde devant nous. On est parti sur les critères de Constitution. Et je ne pense pas à faire d'études comparées entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qu'il y en ait un qui est sans m'orgueillir. On est le plus petit pays, bien entendu. Oui, bien sûr. Non, non, c'est pas péjoratif. On est le plus petit pays, bien entendu. La discipline, madame. On n'entend rien, on n'entend rien. On va essayer de... Non, on va en parler, bien entendu. Il faut qu'on fasse un peu, mais on va en parler. On va répondre, on va reprendre la procédure qu'on s'était fixée, à savoir, on a des questions, on va essayer de répondre aux questions. Donc j'ai ici 10 cas, 10 types de questions différentes. Donc l'une sera portant à l'emploi et au chômage. Et la question qui revient le plus, c'est quelles sont les solutions prévues pour endiguer la crise du chômage en Tunisie. Et selon votre point de vue, quel est votre point de vue sur l'endettement extérieur de la Tunisie? L'endettement extérieur, je vais commencer par l'endettement, ça va aller plus vite. L'endettement extérieur de la Tunisie en 2012 est de 45%. Ce qui n'est pas énorme, comparé à des pays comme la France. Par contre, il y a des dangers par rapport à cet endettement. Cet endettement qui est de 45% est structuré de mémoire. Je parle de mémoire parce que 60% de dette extérieure et 40% de dette intérieure. Par contre, l'évolution, et en tout cas le glissement, est aujourd'hui facteur d'inquiétude par rapport à cet endettement, sachant que en même temps c'est un peu naturel. C'est pas si naturel que ça. C'est un endettement qui connaît une croissance assez importante depuis un an. Et c'est un endettement qui permet de faire face à des dépenses et non pas à des investissements. On peut aller vers beaucoup plus de difficultés. Sur le chômage des jeunes, aujourd'hui, j'ai donné des chiffres tout à l'heure, on a 250 000 diplômés d'enseignement supérieur qui sont au chômage. Chaque année, il y a 75 000 jeunes qui vont avoir diplômés d'enseignement supérieur, je crois, qui vont sur le marché de l'emploi. On a un taux de chômage des jeunes qui dépasse au niveau national les 30%, 32-33%. Les régions ont dépassé les 50% pour le... Donc, il faut avoir un discours de vérité. On ne va pas
permettre, par une décision miraculeuse, de répondre à ce problème des jeunes. Et il faut que l'orientation, je pense que les mesures, l'orientation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une vision stratégique sur laquelle la majorité des Tunisiennes et des Tunisiens adhèrent, et qu'ensuite on ait des plans marchands, un plan marchand sur les PME aujourd'hui. Il y a d'autres secteurs, bien entendu, qui sont des plans marchands, mais enfin pour arriver à un niveau de chômage qui soit socialement acceptable. C'est toute personne que le chômage, à titre individuel, c'est jamais acceptable. Mais pour qu'elle soit socialement acceptable, il va falloir entre 2 et 3 ans pour arriver à un niveau de chômage socialement supportable. C'est-à-dire, j'ai horreur de ce terme-là. Suite à cette réponse, je rajoute, est-ce que cela ne va pas favoriser une propagation d'un islamisme fondamentaliste? C'est le risque. C'est le risque aujourd'hui. Le terreau de ce fondamentalisme, c'est effectivement les problèmes sociaux, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, avec un encouragement extérieur qui est aujourd'hui accru et qu'on voit malheureusement apparaître avec des intrusions qu'on combat, qu'on dénonce, qu'on condamne, de prêcheurs qui viennent dans notre pays prôner un radicalisme qui est étranger à notre culture, mais qui, par rapport aux populations défavorisées, peut avoir une certaine forme de réceptivité quelque part. Donc c'est à nous aussi d'être présents des populations, de tendre les bras et de pouvoir établir le dialogue avec ces populations qui sont aujourd'hui, malheureusement, on sait que les problèmes sociaux et ces niveaux de pauvreté favorisent les extrémismes. Merci. Je pourrais vous poser une seconde question. Comment se fait-il que ce gouvernement, avec le président Macron, comment se fait-il que ce gouvernement qui est chargé d'appliquer les lois qui n'ont pas été abrogées jusqu'ici, les lois antérieures, n'applique pas ces lois pour protéger, je pense en particulier à mon ami Habib Kazarli, ou encore à cette collègue psychiatre qui vient d'être convoquée aujourd'hui, Madame Jalla Benstama. Oui, c'est scandaleux, je n'arrive pas à comprendre. Je suis d'accord avec vous. Je comprends, et personne, il n'y a pas une voix, si, les voix qui entourent Kazarli, qui entourent Madame Benstama, mais les ministres acceptent ces entorses à la loi, au droit, et ça normal. Et le président Macron qui se tait, c'est indigne. C'est indigne. En tout cas, je ne suis pas au gouvernement, je suis aujourd'hui dans l'opposition, on le dénonce, on se bat contre ça. J'étais personnellement, mais avec d'autres, présent à tous les procès, en tout cas toutes les audiences auxquelles le service a été confronté. Ce qui lui arrive est totalement indigne de notre pays, totalement indigne de la culture de notre pays, totalement indigne de l'histoire de notre pays, totalement indigne des droits de l'homme, et je ne peux qu'acquiescer, aller dans votre sens. Après, on se bat par rapport à ça, et on continuera de se battre. Et ce que vous dites, je n'aime pas parler de moi, j'ai moi-même été tabassé le 4 décembre par des comités dits de protection de la Révolution, qui ne sont rien d'autre que des milices fascistes. Mais ce n'est pas ça qui nous fera baisser la tête et qui nous fera baisser la tête collectivement, et on continuera de se battre. Les valeurs qui ont toujours fait la grandeur de la Tunisie, c'est-à-dire la tolérance et son empreinte à ces valeurs d'humanité du bassin méditerranéen. On se bat. Et de la démocratie. Et la démocratie, je vais me permettre, si tu permets Inès, c'est un échange auquel j'attache beaucoup d'importance. Ne prenez pas mes propos comme étant trop angélique. C'est-à-dire qu'on a conscience de la difficulté à la bâtir, cette démocratie. On n'est pas dans un environnement démocratique. On
On n'était pas dans un environnement démocratique. Et ce qui arrive aujourd'hui, qui m'est arrivé, alors que je n'étais pas du tout acteur dans la vie publique ou dans la vie politique avant la Révolution. J'étais chef d'entreprise, etc. Ce qui arrive à mon ami aussi, qui est totalement intime. Et ce qui est arrivé à certaines personnes avant la Révolution est tout aussi intime, et on le dénonce aujourd'hui. Et notre objectif, c'est vraiment d'arriver à l'état de droit en défendant les valeurs universelles et les valeurs qui ont toujours fait la grandeur de la Tunisie, d'humanisme et de tolérance. On doit revenir à ces principes fondamentaux pour la construire, cette démocratie. La démocratie se construit, c'est un processus. Il ne suffit pas de la décréter pour qu'elle soit là. La bonne gouvernance doit devenir également un élément constitutif de notre culture collective, et la démocratie doit être également, demain, je l'espère en tout cas, et c'est le sens de mon combat tous les jours, que cette démocratie soit un élément constitutif de notre culture collective. C'est-à-dire que ce ne soit pas un vœu pieux, que ce ne soit pas exclusivement dans les discours ou dans les textes, mais que ce soit également vécu par chaque citoyenne et chaque citoyen de ce pays, qu'il ait la liberté de pouvoir s'exprimer et qu'il ait surtout une égalité de droits et de devoirs face à la nation et face aux générations futures. C'est le sens du combat. Ce que vous dites par rapport à ce qui est arrivé aux différentes personnalités, ce n'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Et le silence assourdissant du président nous blesse. Et je vais vous le dire, je ne veux pas le dire. Je le lui ai dit, je l'ai rencontré la semaine dernière, je lui ai dit que le fait qu'il ait reçu les comités de protection de la Révolution au palais de Carthage était tout simplement immoral. Quels sont selon vous les facteurs fondamentaux qui vont aider à la transformation des structures économiques, sociales et éducatives en Tunisie? L'essentiel, c'est qu'on arrive à transformer la gouvernance de ce pays. On n'a pas besoin, on est aujourd'hui en pleine transformation. Je l'ai dit, on n'a pas besoin de changer de gouvernement, on a besoin de changer d'esprit du gouvernement. Et je rejoins ce que vous dites tout à l'heure, on a besoin de changer d'esprit du gouvernement, et on a besoin d'une meilleure gouvernance et d'établir le dialogue, non pas de manière centralisée entre le pouvoir central et le pouvoir politique central, mais c'est ça aussi, c'est un élément constitutif de la démocratie, qu'on arrive à établir un dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble de la classe de la société civile et de la jeunesse aussi. C'est-à-dire que l'effort à fournir est titanesque. C'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. On peut le voir comme étant des défis et des défis qui peuvent paraître pour certains comme étant des défis insurmontables, mais on peut le voir aussi comme étant une nécessité, en tout cas, de se mettre, d'être face à ses responsabilités. Et pour y arriver, si on n'est pas par le dialogue, on n'arrivera pas à réformer cet État, et on n'arrivera pas à réformer ce que vous avez dit sur le système démocratique. Donc je pense que la gouvernance des universités, la gouvernance des centres de formation professionnelle, la gouvernance doit se transformer dans ce pays pour pouvoir mener à bien ces réformes-là. C'est le sens du combat, mais il faut avoir conscience, encore une fois, que ça va demander non seulement des efforts, mais également un cheminement de pays. Monsieur le ministre, excusez-moi, monsieur le ministre, juste une question. On continue avec l'ordre des documents. Par la suite, Ça sera des questions bien rapides et après. si chacun fait ça, on n'arrivera pas. Combien il y a de gens qui sont plus dans la salle? Vous pensez que c'est pour les questions? Ce qu'on va faire, on va prendre, si vous le permettez, l'ensemble des questions écrites, et puis par la ensuite, suite, on on passera va au promis. si vous le permettez. Alors, Sinon, ça va partir en... une question récurrente, c'est la relation de la Tunisie avec le FMI et la dette tunisienne, que je retrouve sur tous les documents. La dette de l'État. Comment la résorber? Et puis, quelles sont les réformes menées et quelles sont nos relations avec le FMI? Le FMI, après aujourd'hui, on sait que le FMI est regarder ce qui se passe en Tunisie, parce qu'on aura des difficultés, le gouvernement aura des difficultés à faire face aux prochaines échéances. Comment financer votre plan Marshall avec les mains? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je parle pour moi.
C'est bon, vous avez raison. Vous avez raison. On finit ça et on Allez, Jean, allez, c'est bon. On va répondre. Je répondrai à cette question. Donc sur le FMI, c'est vrai qu'aujourd'hui, les conséquences des 16 mois et du manque de visibilité politique et du manque de réforme, du manque d'investissement, fait qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. On voit que les indicateurs économiques, après 16 mois de gouvernement, sont au rouge. Donc le FMI est effectivement d'accord. Aujourd'hui, il ne frappe pas d'accord. Je pense que la seule manière aujourd'hui, en tout cas, ce dont notre pays a besoin de manière urgente, c'est d'avoir une feuille de route qui est claire et de pouvoir donner le plus tôt possible la date de fin de rédaction de cette constitution et d'une date d'élection pour qu'on puisse passer d'une logique temporaire qui a trop duré à une logique de pérennité pour pouvoir mener des réformes dont on a besoin. Après, le FMI, c'est jamais bon signe quand le FMI frappe à la porte d'un pays. Et l'autre question, pardon. L'autre. Je vais reprendre un autre volet, si vous voulez. C'est le volet politique. Donc, la plupart des questions tournent autour du gouvernement de transition. Ne sont-ils pas responsables dans tout ce qui est destruction de l'archive, par exemple du ministère de l'Intérieur? Les autres questions sont du type: est-ce que vous ne croyez pas que des compétences comme vous, des compétences tunisiennes, doivent aujourd'hui s'imposer sur la scène politique et plutôt aider pour sortir, comme le dit madame, sortir le pays de ce labyrinthe? Est-ce qu'aujourd'hui parler de confrontation idéologique ou orientation sociale, économique, culturelle, c'est l'objet de... Est-ce qu'on doit continuer à parler de ça? Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui les différents pôles politiques qui existent? Socialistes, libéraux et extrêmes. Sans la règle littéraire qui dit comment est-ce qu'aujourd'hui on pourra sortir, avec l'image de ce choix, comment est-ce qu'on pourra s'en sortir et comment on pourra sortir notre pays et l'Assemblée nationale constituante du problème dans lequel on est entièrement. Je vais commencer par rapport à la partie. Je pense qu'on entend très souvent aujourd'hui parler d'unité nationale, et de vouloir mettre tout le monde dans la même direction. Je pense que ça serait pas rendre service à notre pays et par rapport à la transition vers la démocratie. Notre pays a besoin de confort national, mais on ne peut pas parler d'unité nationale quand on parle d'exclusion. Je vais donner mon avis, je suis pour la rupture avec certaines méthodes du passé, et un peuple qui tourne le dos à son passé n'a pas d'avenir. Donc rompre avec les méthodes du passé, et aujourd'hui, ceux qui bloquent la justice transitionnelle pour pouvoir dépasser, en tout cas cicatriser les blessures du passé, portent une responsabilité face à l'histoire. Ensuite, les archives du ministère de l'Intérieur, je ne pense pas qu'elles aient été détruites. Et on demande, enfin moi je demande à ce que ces vérités soient mises sur la place publique et qu'elles passent par le processus de transition, de justice transitionnelle pour pouvoir réellement projeter notre pays vers l'avenir, alors qu'aujourd'hui on est beaucoup plus retourné vers non pas des querelles, mais c'est plus que des querelles, vers des blessures. Il faut qu'on dépasse. Ça va demander du temps, c'est certain que ça va demander du temps. Et il faut qu'on accélère ce processus de justice transitionnelle sans aucun doute. Ensuite, je pense, en tout cas j'essaye humblement, de là où je suis, je pense aider, à contribuer à aider mon pays. Je n'ai pas besoin d'aide dans un gouvernement pour aider le pays. Je pense que nous, force d'opposition, avons été parfaitement clairs par rapport à ce qu'on pense être nécessaire pour la phase qui est devant nous. Un, et ça rejoint ce que les uns et les autres ont pu dire en
faire en sorte que les ministères régaliens, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, soient, entre guillemets, neutralisés, c'est-à-dire occupés par des personnalités indépendantes, incontestables de la part de l'ensemble des partis politiques. Ça, c'est un point essentiel. Avoir une date d'élection, parce que sans visibilité, notre économie ne redémarrera pas. Mettre en place une loi sur les partis, un code électoral qui soit effectivement qui nous protège par rapport à toute intrusion étrangère, notamment sur la partie financement qu'évoquait monsieur. Donc tout ça, on l'a demandé. Voilà ce qu'on demande ensuite. On l'a entendu par le passé, tout le monde doit mettre la main à la pâte et être dans le même gouvernement. Ça n'est pas construire la démocratie que de penser qu'on a une pensée unique, que tout le monde doit être dans l'opposition sert la majorité et la majorité doit respecter l'opposition. Donc, puisque vous parliez de temps, donc un sujet. Oui, vous m'avez parlé, il y a aussi, oui, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un danger pour la Tunisie, et le péché originel est dans cette assemblée, si vous parlez. Le péché originel est probablement à l'Assemblée nationale constituante qui s'est laissé spolier de son pouvoir. C'est la seule entité élue, légitime aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale constituante. Et on sait très bien que les décisions aujourd'hui politiques ne se prennent pas à l'Assemblée nationale constituante et même pas au gouvernement. Donc, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale constituante, plusieurs personnes disent qu'elle n'est plus légitime depuis le 23/10/2012. Donc, est-ce qu'elle est légitime et est-ce qu'il ne suffit pas qu'un tiers des députés démissionnent pour que l'ANC soit dissoute? Je ne suis pas de ceux qui pensent que le vide institutionnel et le chaos servirait la démocratie et servirait la Tunisie.